Bon, en gros, ça commence fin Covid, début 2023. Je sors d'une crise existentielle, mini-dépression, on va dire. Je faisais que fumer du Tamia, etc. Ma vie, elle était exécrable. Là, je me dis, vas-y, il faut que je donne du sens à ma vie. À ce moment-là, je me mets à lire de la philo et regarder genre des vidéos de développement personnel et à lire des livres un peu dans ce sens-là. Je tombe sur un gars qui s'appelle Napoléon Hills, et en gros c'est genre le père du développement perso. Genre il est né en 1904, enfin 1930 je crois, il existait à ce moment-là, bref. Il a interviewé genre les 500 personnes les plus riches de la Terre, etc. pour faire un livre qui te explique comment tu peux littéralement tout avoir dans ta vie et être heureux. Ça marche sur certaines personnes, pas sur d'autres. Le débat n'est pas là. En l'occurrence, moi, j'étais à fond dans le dev perso, donc qu'est-ce que je fais? Je lis un livre pour arrêter de fumer. Ça marche, let's go. Petit à petit, je comprends que ça marche beaucoup sur moi, donc je me mets dans une matrix et je me laisse croire que, en fait, j'ai juste à décider de mon avenir et je pourrais littéralement y accéder, quoi. Et qu'est-ce que je fais? Je prends une page blanche et j'écris tout ce que je veux dans la vie. Et alors, comment vous dire? Parmi tous les trucs que j'ai notés dessus, il y avait plein d'aspects, genre des aspects de ma personnalité que je voulais changer ou des aspects que je voulais avoir, des aspects sociaux. Je voulais, je sais pas moi, avoir des amis qui m'aiment et que j'aime en retour, des gens solides, tu vois, des relations solides, des trucs comme ça. Avoir une femme qui m'aime et que j'aime jusqu'à la folie, avoir des meilleurs amis, etc. Quoi d'autre? Parce qu'à ce moment-là, mes relations me... Ah, j'étais pas du tout bien avec ça. Il y avait des aspects financiers, donc avoir un métier stylé, un métier qui me fasse gagner beaucoup d'argent, être libre financièrement. Et bref, sur la page, vraiment, je décris littéralement ce que je veux devenir, quoi. Et dans tous ces aspects-là, il y avait aussi un aspect athlétique, un aspect sportif. Car depuis que je suis gamin, je fais, je pense, tous les sports possibles et inimaginables. Je faisais du roller quand j'étais petit, je faisais du skateboard, je faisais du vélo, bon, bien évidemment, mais j'en faisais vraiment genre à balle. Je faisais du foot, du basket, du badminton. Je courais hyper vite. Genre quand je faisais la course, je faisais le 100 mètres avec mes potes, je battais tout le monde, alors qu'à ce moment-là, je fumais ou... Enfin bref, j'étais vraiment, vraiment très sportif quand j'étais petit et donc c'est un aspect que je voulais retrouver dans mon futur moi, quoi. Et surtout, je voulais me dire, bah, j'ai pas gâché un potentiel, donc voilà. Du coup, je me suis dit, il faut que je sois, on va dire, reconnu au moins dans une discipline. N'importe laquelle, mais une discipline qui me plaît et dans laquelle je veux briller, entre guillemets, et dans laquelle je veux donner le maximum de ma capacité physique. Et à ce moment-là, j'étais devenu ultra fan de MMA à cause du combat Khabib contre McGregor. Ensuite, cette phase-là en particulier, il y avait, je crois, le combat Gaethje contre Khabib. Et du coup, je me suis intéressé de ouf à Gaethje, à Dustin Poirier, à Charles Oliveira. Un peu plus tard, je me suis intéressé à Arman Tsarukyan, à Islam Makhachev et plein d'autres combattants UFC. Et juste, je trouvais ce sport beaucoup trop stylé, en fait. J'étais en mode, mais en fait, genre, j'étais juste Batman dans la vraie vie, quoi. T'es riche, tu fais du sport, tu te bagarres avec des gens, et on te paye pour ça. Mais waouh, waouh. Je voulais faire ça, en fait. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit sur ma feuille de papier quel type de combattant je voulais être, etc., etc. J'ai continué à détailler. Et en fait, ça s'inscrivait parfaitement dans mon délire de page blanche et j'écris exactement la personne que je veux devenir parce que en chacun de ces combattants-là, bah, j'étais inspiré d'une certaine manière. Par exemple, Khabib et Islam Makhachev, ça m'inspirait de ouf. C'était en lien avec le fait que je voulais avoir des amitiés fortes, des gens qui me suivent dans mon parcours et que moi aussi je les suive dans le leur. Et quand tu vois Islam et Khabib, les deux sont devenus, les deux ont atteint les sommets du MMA et ils l'ont fait tous les deux en étant potes. Et je me dis, bah, c'est littéralement ce que je veux en fait dans ma life. Pour l'aspect Dustin Poirier, Justin Gaethje et Oliveira, moi ce que je kiffais en eux, c'est qu'ils s'en battaient les couilles de gagner ou de perdre. Ils voulaient gagner bien sûr comme tout le monde, mais c'était juste des putains de guerriers en fait. Ils étaient là juste pour le sang, ils étaient là pour les mâchoires disloquées, ils étaient là pour les yeux crevés, ils étaient là pour la guerre, quoi. Et il y avait l'aspect jeu du coup derrière tout ça. L'aspect aussi personnalité, tu pouvais en fait juste être champion, genre l'un des combattants les plus forts du monde, en gardant ta propre personnalité. Quand tu vois Poirier, Gaethje et Charles Oliveira, ils sont très différents les uns des autres. Et le dernier combattant auquel je voulais ressembler, entre guillemets, ou du moins qui m'inspirait, c'était Arman Tsarukyan. Pourquoi Tsarukyan? Parce qu'en fait, je voulais devenir un entrepreneur, quelqu'un de financièrement très libre. Et quand tu vois Tsarukyan, bah, en fait, il est déjà multimillionnaire avant même de faire du MMA.
Là où beaucoup de combattants se servent du MMA pour faire de l'argent. Moi, je voulais pas du tout voir le sport comme ça. Je voulais juste kiffer mon sport et le faire juste pour le fun, quoi, pas le faire pour l'argent. Du coup, voilà, là, on a un tableau assez global de comment je voyais le MMA, comment je me voyais aborder cette aventure. Et j'étais juste putain de déter, en fait. Là, j'avais la dalle, j'avais écrit tout mon plan, lettre par lettre, virgule par virgule. Enfin, il y avait tout qui était nickel. J'avais juste à appliquer en fait et aller droit vers mon but. Et c'est exactement ce que j'ai fait. À partir de ce moment-là, j'étais comme une bête qui a hiberné pendant trop longtemps. J'étais comme l'ours là qui sort de sa grotte en mode j'ai la dalle. Ah ouais. Et en fait, qu'est-ce que je faisais? J'avais suivi aussi un peu un délire de Kobe Bryant, où lui se levait tous les jours à 4 heures du matin pour optimiser son temps, etc. Et donc, vu que j'étais dans un délire fou, bah, je me suis envoyé dans ça. Je me levais tous les jours à 4 heures. De 4 heures à 6 heures, j'avais une routine précise, vraiment. Déjà, dès que je me levais à 4 heures, j'avais 5 minutes pour sortir de chez moi. Je sortais, je faisais une balade dans mon parc, ça me prenait 15 minutes à peu près. Et la petite balade, c'est genre une petite randonnée, petit footing, juste pour réveiller le corps un peu. Et vu que les 15 premières minutes de ta journée, t'es dehors, c'est déjà, en fait, c'est déjà genre juste hyper inspirant pour le reste de ta journée. Donc là, je me baladais dehors et je me rappelle que c'était vraiment le moment pendant lequel j'étais le plus fier parce que je savais ce que j'allais faire le reste de ma journée. Et en même temps, je me dis, mec, t'es déjà réveillé, il est 4 heures. Il est 4 heures, t'es déjà réveillé. T'as de l'avance sur beaucoup de gens là. Du coup, ça me mettait une déterre. Je me sentais un peu seul de faire ça, mais en même temps, c'était de la bonne solitude. C'était la solitude du guerrier, tu vois, la solitude du mec qui prend tout sur ses épaules et il avance pendant que les autres font n'importe quoi. En tout cas, c'était le dialogue que je me disais à ce moment-là. Bref, réveil 4 heures, petite promenade. Je rentrais chez moi au bout de 20-30 minutes. Pendant la promenade, je me posais un moment, je regardais les étoiles et je faisais une sorte de mini méditation et j'essayais de visionner ma journée, de me dire aujourd'hui, je veux faire ça, ça, ça. Fallait que j'ai un objectif social, genre je veux être une bonne personne avec ma mère ou avec mon père, etc. Fallait que j'ai un objectif genre financier, genre je veux apprendre tel truc en finance, etc. Et des objectifs tierces, genre sportifs, etc. Et une fois que j'avais fait ça, ça me prenait 5-10 minutes, je rentrais chez moi, je me faisais le meilleur petit déjeuner du monde. Je le graillais environ vers 4h50, un truc comme ça. Je prenais vraiment mon temps pour tout faire en fait. Et arrivé 5h30 à peu près, je me mettais à bouquiner un truc ou je faisais des recherches sur des projets. À 6h pile, j'étais devant le Basic Fit. Des fois même à genre 5h55, j'étais devant le Basic Fit, j'étais en mode ouvre. Et ça a duré pendant des mois et des mois. 6h Basic Fit. Et je mettais une story, c'était le truc dans lequel par lequel j'étais le plus fier. Je mettais ma petite souris Basic Fit parce que c'était ma récompense en fait. Pour moi, je m'étais levé à 4 heures pour en arriver là. Bah, petite story, tu vois. Et oui, je flex, mais gros, tu t'es levé toi à 4 heures? Est-ce qu'à 6 heures, tu es à Basic Fit? Non. Alors laisse-moi flex, s'il te plaît. Du coup, 6 heures Basic Fit, sachant que en fait, de 4 heures à 6 heures, j'avais pas le droit de toucher mon téléphone. Donc j'avais mes 2 premières heures, je ne touchais pas mon téléphone. 6 heures, je mettais ma petite musique, je faisais mon sport pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et là, aux alentours de 7h30, je partais au boulot. La journée, je plongeais, donc je faisais un boulot assez difficile. Parfois, je le faisais même pendant le ramadan. Du coup, bah, je plongeais toute la journée. Quand j'étais au taf, forcément, bah, j'essayais d'optimiser mon temps. Les pauses midi, je les faisais pas avec les gens. J'essayais juste de me poser solo, de bouquiner un livre. Parce que du coup, dans mon programme, j'avais genre 1 heure de lecture par jour. Le soir, j'allais à l'entraînement de MMA et du coup bah, je m'entraînais comme un yinche en fait et j'ai fait ça pendant des mois. Sauf que quand es extrême avec ton corps et avec ton temps comme ça, bah, tu le payes au bout d'un moment. Et ce qui devait arriver est arrivé, je finis par faire un quasi burn-out. Et là, j'en pouvais plus de tout. Il y a tout qu'à lâcher en même temps quoi, dans ma vie. Et en fait, au travail, vu que je faisais que bouquiner ou essayer de faire autre chose que passer du temps à être sociable, etc., je commençais petit à petit à devenir le bouc émissaire. On me critiquait, on me mettait des coups de pression. Relationnellement parlant, j'avais des soucis bah, avec mes meilleurs potes. Forcément, quand tu vois du jour au lendemain ton poteau se lever à 4 heures et à faire des trucs de ouf, et à essayer de te taper une déterre, de te motiver, etc. Bah, c'est pas facile à accepter. Donc forcément, je dis pas que c'était de la jalousie, mais bah, il y a eu choc en fait au bout d'un moment. Et je peux comprendre que pour eux, bah, j'étais juste hyper arrogant, juste trop hardcore, quoi, et que je pouvais pas me permettre d'essayer de les motiver à eux alors qu'ils m'avaient rien demandé en soi. Donc voilà, mes relations amicales, elles se sont détériorées. Travail, ça s'est détérioré. À la maison, personne comprenait toute l'énergie que je mettais dans ce que je faisais. Donc forcément, ça se passait mal, vu que j'étais pas reconnu à ma juste valeur. Et du coup, petit à petit, en fait, le fait d'être décalé
et de me lever super tôt, de dormir tôt, etc., ça m'a fait me sentir hyper seul. Déjà, par exemple, parfois, j'allais faire du vélo le matin et en fait, je prenais un malin plaisir à être content de voir des gens sortir de boîte de nuit. Alors que moi, je venais de commencer ma journée. Et des fois, je croisais des amis à moi sortir de boîte de nuit. Et du coup, bah, forcément, tu payes le prix de ton arrogance et au bout d'un moment, bah, tu finis par te sentir seul et juste à être seul, littéralement seul, quoi. Ce qui s'est passé, du coup, pour moi, micro burn-out, grosse solitude, je savais plus trop quoi penser de tout ça, si je devais continuer, si je devais pas continuer. À ce moment-là, j'ai juste pensé à l'un des meilleurs exemples que j'ai dans ma vie, donc mon papa, qui a littéralement pris sa famille d'Algérie, du bled, il nous a fait venir en France et il a assumé pendant des années et des années l'équilibre familial. Il a travaillé, même les week-ends, il taffait. Il a jamais arrêté de bosser pendant. Enfin, depuis que je suis né, je l'ai jamais vu ne pas travailler, quoi. Et du coup, bah, j'ai fait comme lui, quoi. J'ai juste continué à foncer tout droit, même si ça n'allait pas. Aussi, j'ai pas précisé, mais en fait, les clubs à Marseille que j'avais testés, ils étaient tous plus horribles les uns que les autres. Et tout le temps pour des raisons différentes. Mais globalement, ce qui ressortait beaucoup, c'est qu'on apprenait peu de techniques de MMA. Concrètement, c'était souvent beaucoup de sparring et très très peu de techniques, très peu de fight IQ. En fait, on t'apprenait pas ce qu'il fallait faire. Il fallait juste que tu saches déjà faire toutes les techniques genre de grappling, de lutte, de striking, etc. Et tu viens et juste ça part en sparring H24. Il y a des mecs qui étaient horribles, qui savaient pas doser les sparring, qui partaient en bagarre tous les deux sparring et à qui ça faisait rire en fait. Et, enfin, du coup, environnement hyper toxique. Et donc, en fait, je savais pas où donner de la tête. Même au club, j'arrivais pas à être appuyé par quelqu'un ou par un coach qui soit là, etc. Et du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de tout envoyer chier et de juste aller faire un combat. En fait, je me dis, de toute façon, moi, je veux prendre de l'expérience dans ce sport. Je veux l'apprendre par moi-même parce que finalement, ça va être difficile de me faire aider par des coachs. Et bref, là, je décide juste de partir faire une compétition. À ce moment-là, ça faisait que 2 mois que je faisais du MMA. Et je décide de m'envoyer à Tarbes. Donc, c'était juste à côté de Toulouse. Qu'est-ce qui se passe? Et j'y vais avec genre un sac à dos, 10 euros en poche. Dans mon sac à dos, j'avais mis genre juste des tenues de rechange, mes gants, etc. J'avais mis des Tupperware avec genre des pâtes. Je m'étais fait plein de sandwichs. Vraiment, c'était une action de fou quand j'y pense. Et j'avais ni où dormir, j'avais pas d'argent pour me déplacer. Quand j'y suis allé, j'ai fraudé le train. Vraiment, le mec, genre, il s'est pris pour Rambo, il s'est pris pour je sais pas qui. Quand je suis arrivé à Tarbes, j'ai réussi à me trouver un coin, mais je sais pas si vous avez déjà essayé de dormir dehors, c'est quasiment impossible, c'est très difficile en tout cas. Je me suis mis au lit genre vers 22-23 heures. Au final, je me suis endormi à 2 heures du matin. Je me suis levé à 6h30 et c'était une aventure de dingue. 6 heures, je m'envoie direct à la compétition. Là, je suis vraiment seul au monde, quoi, pour le coup. Et c'était quand même l'une des plus belles expériences de ma vie. Du coup, quand j'arrive à la compétition de MMA, bah, en arrive le problème où j'ai pas de coach. Alors là, je vais combattre, mais j'ai pas de coach. Du coup, je me dis, il faut que je me greffe à une équipe. Et aussi, déjà, je suis solo, donc je vais pas passer toute la journée tout seul. Il faut que je me fasse des potes, etc. Et là, je vois un groupe, genre avec un daron, un autre monsieur et des élèves. Ils étaient tous grave de bonne humeur, hyper souriants, plutôt chill. Le papa, c'était un policier, c'était un bon monsieur. Franchement, ils étaient adorables et je suis parti parler avec eux. Je me suis fait copain en copain. Je leur ai expliqué ma situation et ils étaient grave chauds de me coacher, qu'on passe la journée ensemble et tout. Donc c'était trop cool. À la compétition de MMA, juste derrière, il y avait une compétition de boxe anglaise. Et en fait, à cette compète-là, il y avait un gars qui était dans mon lycée, qui était dans ma classe, un gars avec qui j'avais quasiment jamais parlé. Et sauf en début d'année où on allait se battre, lui et moi, parce que vous connaissez le début de l'année, vous êtes en seconde, vous arrivez au lycée, tout le monde teste tout le monde, etc. On allait se battre, tout le monde nous chauffait pour qu'on se batte et tout, et finalement on s'est pas battu, ça s'était réglé tranquillement. Dès qu'il m'a vu à la compète, il est venu me voir, il m'a fait qu'est-ce que tu fais là, etc. Donc il me demande ce que je foutais à la compète et je lui explique que j'étais venu solo pour faire mon combat de MMA, quoi. Je lui explique un peu ma situation. Et là il me dit mec, t'es trop déter, tiens prends mon snap, contacte-moi dès que t'as besoin d'un truc, t'es un vaillant de faire ça, etc., etc. Le mec, il me donne du respect, quoi. Et ça m'a fait grave plaisir parce que bah, je me suis souvenu justement de cette altercation quand on était au lycée. Et je me suis dit, bah, ça fait plaisir, tu vois. Mais il reconnaît que je suis pas un fatigué, que à ce moment-là, il m'avait juste pris pour un zouave parce qu'on était entouré de gens.
Mais au final, bah, on est plus proches, lui et moi, que lui des gens qui fréquentaient à ce moment-là, etc. Bref, la journée se poursuit, les combats passent les uns après les autres. Moi, je devais combattre en dernier, en fait. Juste, j'étais à la toute fin de la soirée, vers 17h30, quelque chose comme ça. Donc, c'était vraiment horrible d'attendre toute la journée le moment où je devais combattre. Mais c'était cool parce que du coup, je m'étais fait de nouveaux potes et je passais la journée avec eux, c'était assez sympa. Et du coup, arrive le moment où les deux mecs avec qui j'étais devaient combattre. L'un des premiers commence à combattre, ça dure genre 20-30 secondes, il prend le dos d'un gars, soumission, fini. Je crois que ça avait été mis comme la plus belle action du tournoi. Et le deuxième gars qui était le fils du coach, donc du monsieur policier, qui combat aussi. Donc à ce moment-là, beaucoup de stress pour le coach, etc. Et il combat et au final il gagne son combat, c'était magnifique. Et là vient mon tour et wow. Alors je me prépare, bon, tout s'enchaîne super vite, je m'habille, etc. Je vais pour combattre. Je rentre dans la cage, il y a les projecteurs qui sont tous dirigés vers la cage et tu vois rien de ce qu'il y a autour. Et là, l'arbitre te demande si tu es prêt, ton adversaire est-ce qu'il est prêt, fight. Et là tu es dans un film, tu arrives mécaniquement, tu checkes ton adversaire. Et enfin, moi, j'étais juste pétrifié. J'étais figé. J'arrivais à donner aucun coup. J'arrivais plus à réfléchir. Je me croyais littéralement dans un film. C'était une dinguerie. Du coup, le combat se déroule, mais je vous avoue que c'est mon adversaire qui a fait tout le combat. À ce moment-là, je combats le champion de France actuel, des 70 kilos. Ce mec-là, il avait déjà 8 combats d'expérience par rapport à moi, qui faisait mon premier combat, alors que ça faisait 2 mois que je faisais du MMA. Donc vraiment, l'écart de niveau, il était énorme. Et du coup, il a fait littéralement tout le combat en fait. Il me rentre dedans, il boxe avec moi, j'essaie de rendre les coups. Son coach lui fait comprendre que c'est au sol que ça va le faire. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. Il m'amène au sol. Je crois que je résiste un round. Ensuite, deuxième round. Je sais pas si je résiste le deuxième. Mais je savais que juste j'étais mort. En fait, j'avais plus de cardio, plus de corps. Mes coups, ils ne voulaient pas partir. Dans mon coin, le coach il me disait mets ta droite. Tu vois, j'arrivais juste à mettre des jabs. Mais mettre une droite, et j'y arrivais pas. J'étais pas assez décontracté. Je voulais donner le coup, mais il voulait pas partir. Et du coup, le combat se termine par un étranglement arrière. À ce moment-là, le mec me prend le dos, m'étrangle. J'avais juste aucune base en lutte, aucune base en sol. Je savais pas défendre ça. Parce que comme je vous ai dit, les clubs dans lesquels j'étais, techniquement, c'était vraiment de la merde. Et du coup, bah, là, j'ai cette défaite-là. Ça se passe assez rapidement. L'arbitre annonce le gagnant. Et le coach, moi je comprends qu'ils avaient beaucoup de routes. Donc le coach me dit, bon bah bien joué, etc. Juste on doit y aller. Ils avaient 2 heures de route pour rentrer chez eux. Donc ils plient bagages, ils s'en vont. Et vu qu'on était le dernier combat, bah, le personnel qui était là pour organiser la compétition, bah, il devait juste tout débarrasser, etc. Donc là, moi, je me retrouve seul sur le tapis d'échauffement. Je viens de perdre mon combat. En soi, ça ne m'affecte pas à ce moment-là, même si ça me fait quand même un pincement au cœur par rapport à comment moi je voyais le truc, me faire accompagner par mes potes, trouver des bons coachs, etc., etc. Là, je me retrouve tout seul sur mon tapis. Les lumières commencent à s'éteindre. Je sors de la compétition. Du coup, c'est une compétition où dès que tu perds le combat, enfin, c'est fini, quoi. Fin de la compète pour toi. C'est directement éliminatoire. Et du coup, je sors de la compète, il est 18h, commence à faire nuit, voire il fait déjà nuit. Et je me rends compte, bah, je suis à Tarbes, l'adrénaline baisse petit à petit. Je vais vite à la gare, je prends un train pour aller à Toulouse. Et là, je me rends compte que je boite en fait. J'ai ma cheville qui a pris 3 fois, qui a gonflé 3 fois de taille, tu vois. Et du coup, je boite et je me rends compte une fois à la gare de Toulouse qu'il n'y a plus de train pour aller à Marseille. Donc, qu'il faut que je passe une nuit de plus à Toulouse. Et autant de vous dire que c'était un bon vieux moment de solitude. À ce moment-là, sur mon téléphone, je commence à recevoir des notifications de potes qui, certains me félicitent pour le combat, d'autres me félicitent et me donnent leur avis sur comment j'aurais pu faire, etc. Donc c'est un moment assez difficile. Je passe la nuit du coup à Toulouse, je rentre le lendemain à Marseille et bah, du coup je me soigne de ma blessure. Et après ça, les choses n'ont pas changé, enfin n'ont pas vraiment changé quoi. J'ai juste continué sur mon tout droit et juste j'oublie comment je me sens et je fais avec. Donc j'avais gardé les mêmes potes, gardé les mêmes coachs.
J'allais à la même salle d'entraînement, je faisais toujours le même travail. Rien n'a vraiment changé. J'ai juste gardé ma déterre. Donc, j'ai juste enchaîné 2 combats de plus. Deuxième combat contre un gars qui s'appelait Nessim Ketou, enfin qui s'appelle Nessim Ketou, qui est passé pro quelques mois après ce combat. Et troisième combat, une fois de plus contre Keoni Lambert, donc le champion de France des 70 kilos. Donc au final, je fais 3 combats, 3 défaites. Mais de mon point de vue, c'est pas des défaites en soi. Enfin, c'est officiellement des défaites. Mais on s'entend bien. Concrètement, là, je me bats contre un mec qui passe pro et un mec qui est champion de France. Alors que je débute le MMA. À mon sens, il n'y a pas de quoi verser des larmes. C'était ok, j'ai accepté les défaites et j'étais en mode je vais aller de l'avant, etc. Ce qui m'a vraiment posé problème, c'était mon entourage. Donc j'avais mes meilleurs potes de l'époque qui en fait tapaient un malin plaisir à mettre les vidéos des combats et à se foutre de ma gueule, à me dire, enfin juste à se foutre de ma gueule. Il y a un moment où je me prends un coup de pied, ils vont le mettre en boucle et ils vont taper des barres dessus. Et j'étais juste devenu le clown en fait du groupe. Et en fait, c'est juste hyper blessant quand tu te la donnes, quand tu crois en quelque chose, quand tu fais les choses avec le cœur et que tu essaies d'avancer dans ta vie et que les gens qui te freinent sont tes potes, ça fait vraiment du mal. Et le truc, c'est que j'avais juste pas assez de recul et de maturité pour m'éloigner de ces gens-là et juste leur dire bah ciao, genre on n'est plus potes en fait, je peux pas accepter ça dans ma vie. Et d'ailleurs, au final, les gens avec qui je me suis le mieux entendu, qui ont su le mieux me parler de mes défaites etc., sont des gens qui auraient pu être mes adversaires. Donc, par exemple, je suis allé dans le club de Keoni. Keoni, un gars avec qui j'ai gardé contact. Et il est venu me voir à Marseille, je suis allé le voir à Toulouse. C'est un super gars. Et au final, je me suis battu 2 fois contre lui. Mais enfin, il a été plus bienveillant envers moi par rapport au MMA que mes propres proches. Et je trouve que c'est très parlant quand même. D'ailleurs, justement, je suis allé leur rendre visite à Toulouse, j'ai visité son club et je suis tombé sur des gars en or en fait. Juste les mecs, ils venaient, ils me disaient, mec, tu t'es battu contre qui? C'est quoi ton expérience et tout? Je leur disais, ils me disaient, wow, mec, tu t'es battu contre 2 mecs super chauds de notre salle en fait. T'es trop déter. Même si t'as perdu contre eux, c'est pas grave. Genre, nous, on les redoute à l'entraînement. J'imagine même pas c'est quoi se battre contre eux pour de vrai quoi. Et un autre gars qui me disait, mec, moi, j'ai perdu mes 5 premiers combats amateurs, je les ai perdus. Et là, maintenant, je suis sur une putain de série. J'ai 10 victoires. Je me régale, tu vois. Ils combattent dans des organisations de ouf pour des ceintures, etc. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur, du coup, de voir qu'il y avait des gens qui étaient juste déter et qui kiffaient ce qu'ils faisaient, et qui encourageaient les autres plutôt que juste tirer vers le bas. Carrément, à un moment, je parlais avec Nessim Ketou, qui est passé pro et qui était le coach, du coup, à ce moment-là, quand j'ai rendu visite à Keoni à Toulouse. Et le mec, il me dit, mec, ton striking, il était redoutable. J'ai vu que tu étais chaud, genre en striking. D'ailleurs, la défaite contre les Simketou, c'était aussi au sol, par étranglement arrière. Et à ce moment-là, je savais que j'allais perdre au sol. En vrai, quand je suis rentré dans la cage et quand je devais me battre contre Nessim Ketou, je savais très bien que j'allais perdre. Mais je me disais que debout, je ne pouvais pas me permettre de ne rien faire. Enfin, rien faire. Je me dis, il va me ramener au sol, c'est sûr, j'ai pas de sol. Je me suis pas entraîné depuis mais je veux que debout il me respecte. Et pour le coup, je suis content qu'il m'ait fait ce compliment, quoi. Il me dit, mec, debout, je le sentais pas trop, c'est pour ça. Ça fait trop plaisir. Et bref, du coup, les choses n'ont pas vraiment changé enfin, à ce moment-là. J'ai juste continué à vivre ma life comme d'habitude. Au travail, ça allait vraiment pas, ça commence à bien se dégrader, ça commence à même devenir insupportable. Avec la famille aussi, vu qu'ils ne comprenaient pas du coup ce décalage entre mon travail, entre mon sport, etc. Et il arrivait juste la goutte qui a fait déborder le vase et c'était juste la goutte de trop quoi. J'ai eu une expérience au travail où j'ai été traité comme une sous-merde. On me parlait vraiment comme de la merde. Je faisais de mon mieux pour faire du bon travail et pour être cool avec les gens. Mais j'ai remarqué à ce moment-là que il y avait des gens, c'était juste des enculés finis et que dès qu'ils avaient un peu de supériorité sur toi hiérarchique, ils pouvaient te parler comme de la merde. Et ça, c'est un truc qui m'insupporte. Et à ce moment-là, j'avais un collègue de travail qui m'a dit un truc qui m'a vraiment fait chaud au cœur.
Il m'a dit, mec, en vrai, quand t'es arrivé, t'avais une énergie de malade, t'étais super souriant, t'étais tout le temps content d'être là, etc., etc. Et petit à petit, tu t'es laissé ronger par cette atmosphère toxique et t'es devenu tout aussi négatif. Je te vois plus sourire, t'es pas heureux au travail, etc. Et il m'a dit, mec, il y a des gens, des fois, ils te méritent pas et c'est à toi de partir. Même si ça fait peur de quitter son travail, etc. Il faut juste que tu te barres d'un milieu qui ne te convient pas, en fait. Et là, j'ai eu le déclic et à partir de ce moment-là, j'ai eu vraiment un déclic dans ma vie en général. Ça m'a fait chaud au cœur, en fait, de le voir me regarder et me dire, mec, genre vraiment, faut que tu t'écartes de certains milieux toxiques, de certaines personnes, etc. Et ce gars-là, c'était juste un collègue de travail, il ne me connaissait pas personnellement, etc. Mais je m'étais vraiment attaché à lui et on avait des conversations. Ah, on avait des conversations assez profondes. Et du coup, à partir de là, j'ai juste décidé de tout envoyer chier dans ma vie. Tous les gens qui avaient une once de négativité, je les envoyais chier et ils n'avaient plus rien à faire autour de moi. Et du coup, j'ai fait juste un putain de ménage autour de moi. Et j'ai compris en fait que j'avais pas envie de travailler pour enrichir un patron ou autre. J'avais pas envie en fait de gagner une certaine somme d'argent pour rester dans un système où je dois juste consommer, m'acheter une plus belle voiture, m'acheter des beaux fringues et continuer à travailler, etc., etc. Moi, je sais que ce que je veux dans ma vie, c'est faire du sport et entreprendre, faire des vidéos, faire des films, créer des entreprises. Donc pourquoi je vais d'abord travailler pour ensuite essayer de mettre de côté et ci et ça? En vrai, j'ai la capacité de juste tout envoyer chier et me consacrer à 200% à ce que j'aime. Donc là, en quittant ce travail-là, je suis parti voir mon manager, je lui ai dit juste, allez, CLM, fuck off, j'ai plus besoin de vous. Vous me traitez comme de la merde, en vrai, juste, ça va pas le faire, je me barre. Et, euh, et depuis, bah, je suis juste hyper heureux en fait. Je suis en mode, bah, en fait, je suis responsable de mon destin. Je choisis ce qui rentre dans ma vie et ce qui ne rentre pas dans ma vie. Et à partir du moment où tu m'apportes de la négativité, bah, tu ne rentres pas dans ma vie en fait. Et juste gentiment, je te dis ciao mec. Et le fait de savoir que tu as ce pouvoir et de te rendre compte à quel point tu l'as ce pouvoir, ça fait un bien infini. Donc, on en revient à pourquoi je vous fais cette vidéo. Les gars, cette vidéo, c'est surtout pour vous annoncer du coup mon retour un peu sur les vidéos en général. J'ai envie de faire des vidéos, je vais vous raconter un peu tout ce que je fais dans ma vie, comment j'occupe mes journées. Du coup, bah, si je taffe pas, qu'est-ce que je fais de mes journées, etc. Je pense que ça va être super intéressant à suivre. Et j'ai décidé de me fixer aussi une deadline, de pas juste partir dans ce délire et ne rien foutre. Je me dis, j'ai une certaine date avant laquelle il faut que j'ai des résultats. Sinon, ça voudrait dire que bah, je ne me mets pas assez à fond dans ce que je fais, je ne prends pas assez au sérieux bah, du coup mes ambitions, mes passions dans la vie. Et je me dis, voilà, j'ai plusieurs dates. L'une qui peut vous intéresser, elle est dans 51 jours. C'est le 4 et le 5 avril. Il y a une compétition à Toulouse, justement. Et donc, ça va être pour moi juste magnifique. J'ai enfin l'occasion de prendre ma revanche par rapport à tout ça. Je suis beaucoup mieux entouré aujourd'hui. J'ai un club de lutte qui est magnifique. Et je ne vous ai pas parlé d'un truc en fait. Les gars, après mes 3 défaites, je l'ai pris pour mon ego. Je me suis inscrit dans un club de lutte. J'ai fait de la lutte pendant 1 an. Il y a Keoni qui est passé à Marseille. Il est venu dans mon club de lutte. On a lutté lui et moi. J'ai vu à quel point j'avais progressé. Mais j'étais tellement fier de moi, les gars. C'est wow, en fait, j'étais en mode, mais c'est magnifique la lutte. Et du coup, bah, j'ai trop hâte de voir ce que les résultats donnent en compétition, du coup. Là, il me reste 51 jours avant la compète. Je compte profiter de ce temps pour m'entraîner à fond et aussi vous faire des vidéos sur mon entraînement et comment j'aborde la compétition. J'espère que vous êtes chaud pour suivre tout ça. Et si c'est le cas, bah, les gars, juste abonnez-vous, envoyez-moi un message sur Instagram si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fera plaisir en tout cas. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Je vous fais de gros bisous.